Laurent Lotti a enseigné les lettres et la philosophie des Lumières du collège à l'université et a présidé la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Il est historien des imaginaires et des idées scientifiques et politiques au CNRS. Il travaille sur les conditions de la découverte scientifique, sur nos représentations de l'individu et de la société, sur l'humanisme, de l'imprimerie au numérique, et plus généralement sur les effets néfastes ou bénéfiques des textes et des idées. Il prépare l'édition critique d'une fiction utopique qui présentait l'eugénisme comme un progrès, et simultanément un ouvrage intitulé « Aux origines de l'optimisme et du fatalisme ». Il a entre autres coordonné la parution de « Vers une économie humaine » chez Hermann en 2014, celle du Dictionnaire des antilumières et des antiphilosophes en 2017 chez Honoré Champion, et Un esprit de Diderot, choix de citation, également chez Hermann. Pour l'anecdote, ce dernier ouvrage en forme de recueil était issu d'un projet de diffuser Diderot dans le métro, à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Diderot. Le projet proposé à la RATP n'aboutit pas, sous des prétextes dilatoires. Il nous entretient de Diderot et Condorcet. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc parler de Diderot et Condorcet. Et pour inviter à découvrir la singularité et l'universalité des philosophes des Lumières de langue française, j'ai choisi effectivement d'aller à l'essentiel et d'évoquer les deux plus puissants auteurs du temps, non pas Voltaire et Rousseau, mais Diderot et Condorcet, que je qualifierais d'écrivains philosophes et d'humanistes et mélioristes. Diderot est surtout un romancier, dialoguiste et encyclopédiste, né en 1713 et mort en 1784. Et Condorcet, encyclopédiste de la génération suivante, il est né en 1743 et mort en 1794, est surtout un mathématicien politique et historien. Mais les deux partagent un même projet, éclairer les lecteurs et en faire des citoyens. Les philosophes du XVIIIe siècle visent la diffusion des idées par les livres et le remplacement de la seule lumière divine par les lumières humaines qui interprètent le monde et les livres. En cela, croyants ou athées, ils tendent vers l'humanisme et espèrent non en un paradis, mais en une amélioration de la vie humaine favorisée par le savoir. Diderot et Condorcet savent que la pensée est intimement liée au mode d'écriture et qu'un récit avec des personnages s'approche mieux des grandes questions de l'existence que des traités théoriques. Diderot a surtout écrit des dialogues fictifs et son roman « Jacques le Fataliste et son maître », publié à titre posthume en 1796, est certainement le texte philosophique sur la liberté le plus puissant de l'époque. Quant à Condorcet, c'est un mathématicien, mais ces mathématiques sont humaines, ou comme il le dit, elles sont de la mathématique sociale, sans compter qu'il est aussi l'auteur d'un extraordinaire récit de l'histoire de l'humanité, de la préhistoire au futur, l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, lui aussi publié à titre posthume, j'y reviendrai, en 1795. Ces deux philosophes sont relativement méconnus du fait même de leur originalité. En fait, l'œuvre de Diderot est presque entièrement inconnue de son vivant, et l'œuvre de Condorcet est bien connue, mais délaissée après sa mort. Elles sont toutes deux progressivement découvertes ou redécouvertes, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'où vient cette méconnaissance? Diderot d'abord. En 1749, il est emprisonné pour avoir publié la lettre sur les aveugles, dans laquelle il imagine que l'âme des aveugles pourrait bien se trouver au bout de leurs doigts. Il sort de prison, mais à la condition de ne plus jamais publier d'ouvrage contre la religion. Et il en sort aussi grâce au soutien des éditeurs de l'encyclopédie qui lui ont confié, avec le mathématicien d'Alembert, la plus grande entreprise éditoriale du siècle. À sa mort,
le public lui attribue presque exclusivement l'encyclopédie et 2 pièces de théâtre. Ses plus grandes œuvres, celles qu'on admire aujourd'hui, ne seront publiées que durant la Révolution et durant les 2 siècles suivants. Cette écriture clandestine ou anonyme l'a soustrait à la censure et à l'autocensure et a exacerbé son désir de s'adresser à ses lecteurs. De là, probablement, cette impression que Diderot est comme notre contemporain, il écrit pour la postérité, et même notre ami, tant il est avide d'adresser ses œuvres à autrui. Lorsque ces œuvres sont publiées, les contre-révolutionnaires accusent le chef de la secte encyclopédiste d'être à l'origine de la terreur, et en plein contresens, par exemple, d'avoir prôné la fermeture des couvents dans son roman La religieuse. Sa mauvaise réputation durera 1 siècle et demi, cependant que la Troisième République lui préférera Voltaire ou Kant, des déistes moins dangereux que le matérialiste athée, pourtant très ouvert à la foi de chacun, au besoin de croire de chacun, et lui préféreront aussi l'ambivalent Rousseau, qui séduit à la fois des adversaires des Lumières ou, d'un autre côté, des marxistes. De son vivant, Condorcet est au contraire très honoré comme scientifique et au devant de la scène politique. D'Alembert, une sorte de père spirituel, le fait entrer à l'Académie des sciences, dont il devient le secrétaire perpétuel à 33 ans, puis à l'Académie française. Le ministre philosophe Turgot le nomme inspecteur général de la monnaie en 1774. Il est élu ultérieurement conseiller municipal de Paris en 1789, député en 1791, puis encore député de la Convention en 1792. Il est le principal organisateur de l'instruction publique et le principal auteur d'une nouvelle constitution qui n'a jamais pu être appliquée, mais encore admirée aujourd'hui pour sa dimension à la fois démocratique et de solidarité. Mais Condorcet, qui est contre la peine de mort, vote contre la mort du roi, et finalement la terreur l'accuse, le met en décret d'arrestation le 8 juillet 1793, il se cache 9 mois, il écrit alors son ouvrage extraordinaire qui s'intitule L'esquisse, un tableau des progrès de l'esprit humain. Il quitte sa cachette pour ne pas mettre en danger son hôtesse et il meurt quasiment immédiatement après avoir été arrêté, emprisonné. Dévalorisé dans sa manière de pratiquer les mathématiques, ce type de mathématiques-là, et par ses choix politiques démocratiques, notamment par les historiens marxistes, il est redécouvert après 1945 par les mathématiciens de la théorie des jeux, et politiquement réhabilité, pourrait-on dire, lors du bicentenaire de la Révolution française, donc seulement en 1989, où il entre au Panthéon avec l'abbé Grégoire, à qui l'on doit la citoyenneté de tous les juifs français. Ce ne sont pas seulement leurs choix philosophico-politiques qui ont entravé la reconnaissance des œuvres de Diderot et Condorcet. L'un commençant sa carrière en prison, l'autre y trouvant la mort. Ce sont aussi les singularités du style même de leur pensée. Diderot est mal reconnu par l'institution philosophique. Cela remonte à l'université impériale, et même auparavant à la Révolution française, qui lui a préféré une philosophie allemande moins radicale. Cela tient aussi à sa pratique d'écriture. Philosophe artiste, il met la fiction au service de la vérité, parce que l'imagination accède à des savoirs que la raison ignore. Philosophe artisan, il pratique la libre association d'idées, et surtout il le montre. Or, toute son œuvre, en fait, montre que le sens d'une pensée, d'un récit ou de la vie est toujours un montage de l'auteur et un remontage interprétatif des lecteurs. Diderot se moque, par exemple, du lecteur dans Jacques le Fataliste et son maître, qui n'y voit, dans ce roman apparemment décousu, qu'une insipide rhapsodie de faits, les uns réels, les autres imaginés, écrits sans grâce et distribués sans ordre. Le dictionnaire encyclopédique lui-même, rédigé par 150 auteurs sous sa direction, fonctionne de même. En fait, il s'agit d'un ouvrage qui rend compte des mots et des choses par un immense recueil d'articles, classés par ordre alphabétique et associés par des renvois entre eux. Chez Diderot, tout est lié.
mais les liens n'ont jamais été conçus par un Dieu, ils sont à découvrir et à créer par les humains. Son encyclopédie est un humanisme. Sa polyphonie, la polyphonie de tous les ouvrages de Diderot, y compris celle effective de l'encyclopédie, polyphonie réelle ou imaginaire, par différents personnages, s'oppose au monothéisme dans son intolérance, à la monarchie dans son despotisme. La forme littéraire du dialogue est en fait pour lui un choix éthique et politique. Écrivain, mathématicien et historien, Condorcet, quant à lui, est un praticien des probabilités et de la combinatoire. Il écrit, c'est-à-dire dans un style très différent de mathématicien, c'est pas éloigné de Diderot. En fait, il écrit en un temps où les mathématiciens peuvent encore être ce qu'on appelle des gens de lettres, mais il s'écarte de l'abstraction mathématique qui finit par faire croire que l'origine ou la fin des mathématiques ne sont pas humaines. Il est un maître des mathématiques appliquées, auteur d'une arithmétique politique appliquée par exemple à la jurisprudence, et il fonde ce qu'il appelle la mathématique sociale. Il fait servir les statistiques et les probabilités au bien-être de chacun et de tous, en concevant, c'est essentiel, ce qui deviendra plus tard la sécurité sociale. Il met aussi sa pensée combinatoire et probabiliste au service de la compréhension de l'histoire des sciences, et dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, il analyse comment se combinent au cours du temps les progrès et les régressions des sociétés dans les différents domaines que sont les religions, progrès, régression, les sciences, les arts, l'économie, la politique. Le texte associe la rationalité du savant et l'éloquence d'un humaniste qui espère que l'action révolutionnaire, correctement combinée à une bonne constitution, qui articule ensemble tous les domaines de la vie sociale, pourrait peut-être permettre enfin d'éviter les rétrogradations funestes, comme il les appelle, que l'humanité a tant connues par le passé. Après Montesquieu, dans les Lettres persanes, les pensées politiques des deux philosophes prennent acte de la diversité des êtres humains ou de la relativité des mœurs et des lois, mais pour mieux dépasser cette relativité et pour tenter de fonder un humanisme universaliste. Dans le domaine de la croyance religieuse, ces deux athées, par exemple, choisissent non pas de valoriser quoi qu'il arrive l'athéisme, mais avant la lettre, la liberté laïque de croire ou de ne pas croire. La religieuse de Diderot, par exemple, ne dénonce pas la foi, mais l'enfermement forcé d'une jeune fille au couvent. Condorcet, quant à lui, entraîne Voltaire dans le combat pour réhabiliter le chevalier de la Barre, le dernier Français à avoir été exécuté pour blasphème, avant les journalistes de Charlie Hebdo. Diderot écrit les pages les plus vigoureuses de l'histoire des deux Indes, c'est publié entre 1770 et 1780, et c'est anonyme, on ne sait pas que c'est lui qui écrit ces pages les plus vigoureuses, qui appelle les esclaves à la révolte, tout en démystifiant l'idée de bon sauvage, dans un texte par exemple comme le supplément au voyage de Bougainville. Condorcet rédige en 1789 le règlement de la Société des Amis des Noirs, qu'il cofonde avec des amis, et en 1790, grand défenseur du féminisme avant la lettre, il rédige de l'admission des femmes au droit de cité, c'est-à-dire au droit de vote aussi. Leur pensée, à eux deux, serait un modèle de libération contre toutes les formes de sexisme, de racisme ou d'antisémitisme aujourd'hui, y compris celles qui, aujourd'hui encore, et tout récemment, empruntent les masques d'un néo-féminisme en burqa, du racialisme ou de l'antisionisme. Cependant, la force de leur philosophie tient surtout au fait qu'il s'agit de pensées qui libèrent par les lumières ou l'instruction. L'esprit de Diderot, c'est le titre que j'ai employé avec quand nous avons fait avec un ami, Eric Van Zillegem, un choix de citations, voilà, de textes de Diderot que Gérard Rabinovitch évoquait parce que c'était
enfin, c'est la suite d'un projet d'exposition de Diderot dans le métro qui s'est réalisé sous la forme de diverses expositions, finalement d'un choix de recueil de citations, l'esprit Diderot. L'esprit Diderot ne consiste pas à éclairer d'en haut, mais à s'éclairer soi-même pour éclairer ses prochains. Il le fait en pratiquant le paradoxe, une pensée originale, hétérodoxe, qui dépasse d'apparentes contradictions en imaginant des perspectives encore inaperçues. Il le fait en montrant comment il pense, en montrant au lecteur comment il pense. Dans le triptyque constitué d'histoires d'amour qui se termine mal, Ceci n'est pas un conte, Madame de la Carrière, puis la fiction utopique intitulée Ce supplément voyage de Bougainville, qui esquisse entre autres un droit au divorce. Il y a un leitmotiv qui parcourt le texte. Au tout début, le ciel est couvert et les personnages se disent que c'est donc le temps de lire. Puis, à propos des idées des uns et des autres sur lesquelles ils échangent, dialogue sur un dialogue, ne cesse de revenir la formule « ceci n'est pas très clair, ce n'est pas encore très clair, ça s'éclaircira une autre fois », etc. Et cette métaphore de l'émergence progressive des Lumières correspond à une théorie et pratique des Lumières, de ce qui permet d'éclairer progressivement, qui est plus riche que celle, me semble-t-il, du texte de Kant intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Diderot s'intéresse à l'émergence de la pensée à partir du corps, à la découverte à partir de l'expérience et de la transmission. Sa méthode est indisciplinaire. Il utilise tous les savoirs du temps sans se soumettre à leurs effets sclérosants. Elle est séréndipienne. Il s'étonne d'un fait que personne ne remarque. Il l'interprète et il examine ensuite sa propre interprétation. Si Diderot a rédigé des sortes de manuels pour guider les premiers pas d'un interprète de la nature, s'il a dirigé l'encyclopédie ou rédigé le plan d'une université pour Catherine de Drussy, c'est son successeur Condorcet qui accomplit le grand œuvre de concevoir une instruction publique et déjà laïque, gratuite et obligatoire. Dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique de 1791, qui ont été réédités par mes amis Charles Coutel et Catherine Kinsler, il commence ainsi: l'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. Et en 1790, il avait déjà écrit que même sous une constitution libre, un peuple ignorant est esclave. Condorcet théorise et met en pratique une idée puissante qui doit être sans cesse rappelée et réinstituée. L'instruction est ce qui permet à chacun et à chacune de devenir effectivement citoyen et citoyenne et d'examiner, c'est son projet, périodiquement la légitimité de réformer la Constitution. À l'opposé de toute démagogie, il instaure une pédagogie fondée sur la reconnaissance de la hiérarchie des savoirs qui permet paradoxalement la réduction des inégalités. Avant de mourir, son œuvre ultime, celle qu'il écrit quand il est caché et qu'il est menacé par la terreur, est un manuel destiné aux écoles primaires, intitulé « Moyen d'apprendre à compter sûrement et avec facilité ». Enfin, dernier point, la philosophie de Diderot et de Condorcet élabore les fondements de tout véritable projet républicain et démocratique. En réalité, les œuvres de Diderot ont circulé avant sa mort, dans ce qu'on appelait la correspondance littéraire, ce qui s'est appelé ainsi, une revue manuscrite réservée à une quinzaine de grands princes européens. Cette collaboration à la correspondance littéraire est au cœur des contradictions de Diderot et des Lumières. L'époque est celle d'un rapport de force qui se joue à trois: l'Église, la philosophie et la monarchie, sans compter la noblesse qui de temps en temps s'oppose à la monarchie. Et le succès des Lumières a consisté en une alliance entre les monarques et les philosophes qui suppose que l'immense majorité des philosophes prônent ce qu'on a appelé ultérieurement le despotisme éclairé. Après Montesquieu, qui avait déjà dénoncé dans les lettres persanes de 1721 la contradiction d'un despotisme
prétendument éclairé. Si on est despote, on n'est en fait pas véritablement éclairé. Diderot finit par prendre conscience de sa propre ambivalence. Diderot est soucieux de liberté comme Voltaire, mais aussi d'égalité comme Rousseau. Il finit par comprendre et par dire, par écrire, à titre posthume, pour les lecteurs que nous sommes, qu'un bon roi est peut-être en fait encore pire qu'un mauvais roi, parce qu'il fait croire que la monarchie est bonne, la monarchie absolue. C'est le poème de l'abdication d'un roi de la Fève, dans lequel il s'insurge de manière très, très drôle contre le fait d'avoir involontairement tiré la Fève, et donc être sacré roi, 3 ans de suite. La critique par Diderot de l'absolutisme éclairé fait voir l'angle mort des Lumières. Ainsi, en fait, mieux qu'un philosophe des Lumières dont la vocation est d'éclairer les princes et les peuples, Diderot est un écrivain qui libère ses prochains de toutes les autorités illégitimes. Dans son propre style, Condorcet est un penseur de la République et de la démocratie, rendu possible par l'instruction. Dans ses textes sur les élections, il réfléchit, grâce à sa mathématique de probabilité, il réfléchit aux résultats et de combinaison, il réfléchit aux résultats d'une élection selon la diversité des modes de scrutin possibles. Il propose notamment des scrutins permettant un classement entre plusieurs individus, entre plusieurs candidats, ce qui permet d'élire une personne que chaque électeur a classée avant la personne qui aurait été élue dans un scrutin sans classement. En fait, le choix d'un scrutin modifie le résultat. Et Condorcet pense une extrême multiplicité de scrutins possibles. C'est dans ce cadre aussi que se situe ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet, selon lequel une élection peut amener à classer le candidat A avant le candidat B avant le candidat C, mais le candidat C avant le candidat A. Et c'est un paradoxe, le paradoxe de Condorcet, qui a été redécouvert et généralisé en 1951 par le futur prix Nobel Arrow, américain d'origine roumaine, fondateur de la théorie du choix social. Condorcet est dans la lignée de ce Diderot poète abdiquant son statut de roi de la Fève. Pour eux deux, les hommes doivent se gouverner eux-mêmes et se gouverner eux-mêmes grâce à l'instruction, ce qui peut leur permettre d'organiser tous ensemble leur entraide dans la lutte contre les fatalités de l'existence. Et Condorcet d'ajouter à la fin de son esquisse, ce à quoi Diderot aurait parfaitement souscrit, il faut non pas croire en une égalité absolue de tous les individus, mais sans cesse travailler à réduire les inégalités au sein d'une nation et entre les nations. Pour conclure, je dirais que de la dimension plutôt éthique d'un Diderot, qui est aussi une dimension politique, à la dimension plutôt politique d'un Condorcet, mais qui sait aussi articuler éthique et politique, nous avons là deux écrivains philosophes qui ont sciemment écrit pour la postérité et qui offrent pour notre présent à la fois un bonheur de lecture et des idées pour tenter d'éviter des malheurs publics futurs. Merci de votre attention.